Alors ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo et là j'ai un tout petit moment pour en faire et je vais probablement pas en faire pendant un certain temps ensuite parce que euh, on va vivre à plusieurs ici dans une petite chambre chauffée et il sera pas question de faire des vidéos à 11 heures du soir euh, pour se lever tôt le matin. Donc voilà. Euh, je vais donc faire une vidéo euh, alors qui vaudra ce qu'elle vaudra. Moi, je suis pas payé pour raconter des conneries sur Internet, donc je fais ce que je peux. C'est pas comme certains qui sont des pros de la com. Et c'est un peu en fait le problème, c'est que on est donc dans un monde médiatique où on est assommé et, euh, de messages qui sont en fait de la propagande qui est fabriquée par des gens qui sont payés pour cela. Et c'est un peu la tristesse du monde dans lequel on vit, où tout ce qu'on peut lire, même les livres, etc., sont faits par des gens qui sont des pros de la culture, de la com, de la propagande. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas, malheureusement, beaucoup de messages un peu divergents et c'est pour ça que ce monde tourne en rond, puisque seuls ceux qui ont un intérêt à renforcer le système intellectuellement trouvent des moyens pour financer leur publication. Et c'est pour ça que la littérature, bien que bien qu'il y ait beaucoup de livres qui soient publiés, ne casse pas des briques actuellement et que on reste globalement dans le politiquement correct, à part quelques ovnis très très rares de gens qui sont un peu sortis des sentiers battus, mais qui en général finissent par retourner dans le troupeau. Donc, voilà. Et le résultat, on le voit aujourd'hui, c'est qu'on est en plein dans l'effondrement. Alors, il y a 8 ans, à peu près, j'avais commencé cette chaîne, parce que, comme vous tous, je m'emmerdais. J'ai pas trop d'amis, enfin j'ai quelques amis, j'ai une famille même, mais on est un peu confinés. On l'était déjà avant, hein, c'est pas nouveau. C'est l'eau de l'homme industriel qui n'a plus de famille, ou une famille très lâche, très distante, maille très lâche, et qui n'a que des amis de circonstance. Et donc l'homme civilisé s'emmerde et il fait des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que YouTube est plein de vidéos. Et donc il y a 8 ans, j'ai commencé une chaîne parce que en amateur total, avec quelques vues pas très nombreuses, mais bon, sans trop de pub aussi. Et j'avais annoncé que notre civilisation industrielle allait s'effondrer. Et donc, je m'étais dit, eh ben, il était temps de quitter tout, et ce que j'ai fait, et d'essayer de se lancer sérieusement dans des alternatives, ce que j'ai fait plus ou moins bien, avec plus ou moins de résultats. C'est pas toujours très probant, mais bon, je fais ce que je peux. Et donc voilà, le résultat est là. Notre civilisation s'effondre. Donc cette vidéo sera consacrée à l'effondrement qui est là, puisque bon, on va développer pourquoi on s'effondre et pourquoi on va s'effondrer assez rapidement. Et, euh, à la lumière de ce que j'ai raconté avant, la domestication, Kaczynski, etc. Euh, ensuite, euh, donc, euh, et puis je parlerai rapidement du Covid. Alors moi j'ai pas pu faire de vidéo parce que je suis dans la merde depuis comme j'ai pas le droit aux aides sociales, etc. J'ai dû chercher très dur du travail alimentaire très tôt le matin. Donc j'ai travaillé pour le début de l'année. Comme j'ai pas de bagnole, en vélo c'est dur le matin quand il fait froid, de partir quand il fait encore nuit à 6 heures. Et de travailler tôt le matin, et donc j'étais assez vanné, et en plus je devais continuer ma ferme parce que maintenant j'ai plus de boulot, et je dois vivre avec 150 € par mois et payer toutes les charges, les merdes. Donc heureusement de temps en temps j'ai des amis qui m'aident un petit peu, mais c'est assez rare. Parfois de la famille me fait un chèque, ils ont pitié.
mais c'est la merde. Et donc si j'avais pas maintenu ma ferme, travaillé et en même temps tôt le matin et travaillé l'après-midi sur ma ferme, je serais aujourd'hui mort de faim. Donc heureusement que je me suis battu. Et bon, après quelques sécheresses et quelques avanies, j'ai quand même encore des trucs qui poussent et des petits poulets qui dorment là, mais qui vont bientôt aller. Je les ai couchés là parce qu'ils sinon font trop de bruit. Et j'ai de la volaille, j'ai tout ça, enfin comme d'habitude. Mais bon, l'avenir est assez incertain. C'est un peu la merde. Donc il y a des, j'ai, j'ai invité des gens à. Donc j'avais toujours ce projet de faire quelque chose avec d'autres personnes. Le truc c'est qu'on a été confinés, donc ça a toujours foiré quand des gens m'appelaient. Et puis j'ai vraiment pas de fric, donc moi ça m'embête d'accueillir des gens en hiver quand moi-même je me les pèle sévère, quoi. Donc j'attends toujours la vente de mon bien en indivision pour pouvoir acheter quelques hectares et acheter des matériaux pour pouvoir construire un poêle efficace. Et ensuite, je pense que je pourrais sérieusement inviter des gens pour qu'ils voient un peu ce qu'il y a ici et si ça leur plaît ou pas. Mais en attendant, je vais continuer à bricoler parce que c'est pas très sérieux d'inviter des gens s'ils se les pèlent autant que je me les pèle, quoi. C'est un peu hardcore. Donc voilà, voilà. Alors, pourquoi on s'effondre? Euh, donc, la société industrielle, donc nous sommes, je l'ai dit la dernière fois, des hommes domestiqués, et nous vivons dans une société qui s'est industrialisée, et on arrive aujourd'hui à la fin de ce cycle. Donc, puisque la société industrielle n'est pas durable, puisque elle doit finalement, elle vit un peu, c'est un peu une société extractive, elle pille un environnement pour pouvoir se faire, c'est quelque chose, un équilibre instable, comme un ouragan qui a besoin enfin c'est une dynamique qui suce des ressources très rapidement pour pouvoir se maintenir et qui suce de plus en plus vite. Et puis c'est le problème de la reine rouge qu'on appelle, c'est-à-dire qu'au final l'équilibre, enfin s'il n'y a plus de ressources, c'est ça explose. Et ça va, comme ça va de plus en plus vite, on pense qu'en général c'est décrit par une explosion soudaine. Un peu comme une supernova, ça fait boum et puis c'est terminé. Euh, alors là, on n'est pas loin, ça sent quand même la merde. Euh, Grâce au Covid, qui est juste un déclencheur, ça sentait mauvais déjà avant, puisque on commençait à avoir des petits problèmes économiques et enfin plein de problèmes que j'ai déjà décrits. Et là, c'est le déclencheur. Et on a donc la preuve que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a déjà dans les années 90, notre ami Kaczynski avait écrit son manifeste, il avait décrit, alors là je l'ai sous les yeux, euh, mais bon on va résumer. Euh, donc il avait dit, il y a deux options, pour appeler ça l'alternative de Kaczynski. La société industrielle dans les années 90, il pensait qu'il y aurait deux possibilités, soit elle s'artificialisait et elle faisait en sorte que les humains donc dont la biologie n'est pas compatible avec la durabilité de la société industrielle parce que nous avons des affects, parce que nous avons trop de besoins physiologiques. Donc là, il faudra un peu comme les poulets, si vous mettez un animal sauvage, c'est compliqué de le nourrir, etc. Il est perturbé. Et ben on le sélectionne, comme ça il supporte, par exemple le chien, on peut lui filer de la farine. Si vous donnez de la farine à un loup, il va crever. Si vous donnez de la farine à un chien, c'est déjà le chien a développé un métabolisme qui lui permet de bouffer un peu comme les hommes, assez éloigné du loup. Donc voilà, donc l'homme c'est pareil, si on le trafique un peu, on l'artificialise, un peu c'est la notion transhumaniste, eh bien on arrivera à le rendre compatible avec un monde bien pollué, bien machin, et donc on arriverait enfin, à avoir une société industrielle où les machines finalement arriveraient de façon durable à prendre le pouvoir, c'est-à-dire que les hommes seraient dépendants de processus qu'ils auraient mis en place et qui après les contrôleraient et le processus contrôlerait l'avenir de la société. Donc ça c'est l'artificialisation totale de la société
et les hommes ne deviendraient que des objets de cette société qui seraient compatibles avec sa durabilité. C'est-à-dire qu'ils devraient supporter la pollution, ils seraient sélectionnés pour supporter la pollution, pour supporter une nourriture de merde, quoi, je sais pas, végan de base, quoi, parce qu'il n'y a plus de possibilité de manger de la viande, c'est pas possible, c'est pas durable, etc. Donc ça serait et des hommes réduits à des affects minimaux et de véritables esclaves. Enfin, il décrit un peu tout ça. Et ça, c'est la deuxième chose qu'il dit, c'est que éventuellement, par contre, il pourrait y avoir un effondrement. C'est-à-dire que cette société-là, l'option numéro un, ne peut pas se mettre en place parce que pour différentes raisons, il n'y a pas assez de ressources, etc. Les hommes ne s'adaptent pas et il y a une espèce, il parle même de révolution. Alors moi, j'aime pas du tout le mot révolution parce que révolution c'est faux, à mon avis c'est un mauvais terme. Revolvere ça veut dire bah, c'est un retournement de situation, mais ça veut dire qu'on repart dans un cycle. Donc c'est pas là, c'est un effondrement. Donc il n'y aura pas de révolution. Et ce qu'il dit, à mon avis, il emploie un mauvais terme parce qu'il est un peu dans le dans la mythologie révolutionnaire, et un peu anard, tout ça, mais bon, c'est pas de la révolution dont il s'agit, c'est du sabotage de la société industrielle. Et il dit qu'en fait, la société industrielle, les hommes qui voudront la mettre à bas ne pourront pas grand-chose, mais pourront profiter de sa faiblesse pour la précipiter quoi, vers l'effondrement. Et donc, la seconde option, c'est que comme elle n'est pas durable, elle s'effondrera. Alors en 90, on pouvait avoir des doutes, parce qu'il semblait qu'il y avait de la marge encore, on aurait pu, si les hommes avaient été conscients des réserves, etc., il y avait quand même eu des rapports qui montraient des limites, on pensait au réchauffement déjà à l'époque, etc., et ben, il y aurait pu avoir une orientation vers une espèce d'amendement pour que ce soit durable et de cette domestication. Aujourd'hui, on voit que 30 ans plus tard que l'option numéro un, c'est foutu, quoi. Donc, il n'y aura pas de... la société industrielle ne va pas réussir à se maintenir, elle ne réussit pas à se maintenir, et on est dans un cycle d'effondrement, là on l'a initié, et ça va s'accélérer. Donc on est bien dans l'effondrement. Donc c'est fini. L'option numéro un de la survie de la société industrielle, tout ce qui est transhumanisme, toute cette mythologie actuelle qu'on a essayé de nous faire bouffer jusqu'à maintenant. Bon, on va encore nous en parler. Hein. Là, il y a le cycle on parle de l'hydrogène, c'est du pipeau. Hein. Il n'y aura pas d'hydrogène de masse. Pour des questions de matériaux, c'est impossible. Donc, enfin, il faut dire que moi j'y crois officiellement parce que comme je vois un appart à Toulouse, si je veux m'en débarrasser, ben, c'est Airbus, donc il faut à tout prix que l'hydrogène dans les têtes fonctionne. Mais dans les faits, ça fonctionnera pas, je vous le garantis. C'est pour ça que je vends d'ailleurs. Donc voilà. Euh, L'hydrogène et tout ça. Enfin bon, on va nous bassiner avec ça parce qu'il faut bien raconter, qu'il faut pas faire paniquer les gens, mais c'est fini, c'est terminé, voilà, c'est terminé, c'est terminé. Alors, donc voilà pour l'alternative de Kaczynski. Alors pourquoi l'effondrement va-t-il avoir lieu et pourquoi en fait on l'a déjà initié et pourquoi le Covid l'a révélé? Alors, bon, je vais pas revenir sur le Covid. Le Covid, c'est avec Jean Castex. Donc le Covid, c'est bon la civilisation et la domestication, ça va avec la maladie, hein, puisque pour tous ceux qui ont lu, enfin bon, je vais pas répéter ces trucs-là, mais non, c'est tout le monde en parle même. C'est bon, si vous lisez Diamond, etc., vous verrez que toutes les maladies toutes les maladies qui nous font tant peur, les épidémies, ce qu'on appelle les épidémies, sont dues à la domestication des animaux et à la promiscuité entre l'homme et ses animaux, ou pour ce qui est du choléra, par exemple, à la domestication, dans la façon dont nous vivons dans l'espace et nous polluons massivement nos, nos cours d'eau, etc., ce qui a créé ces genres d'épidémies. Mais globalement, la plupart des épidémies sont dues aux espèces sauvages. À part la malaria, etc., qui est due ou le choléra, qui est dû à la façon dont nous avons peuplé le territoire et nous l'avons transformé et humanisé ces territoires, ce qui a créé ces épidémies comme la malaria ou
ou le choléra, la plupart des épidémies comme la tuberculose, la grippe, etc. viennent de la domestication d'animaux. La tuberculose c'est les vaches et la grippe ce sont les oiseaux. Donc c'est la variole, etc. Ce sont des maladies qui passent aux hommes et qui sont excessivement virulentes. Euh, donc les hommes qui sont moins qui sont donc les chasseurs-cueilleurs n'ont pas d'épidémie. Il peut arriver qu'il y ait des zoonoses virulentes qui rencontrent occasionnellement de façon très rare, mais dans ce cas-là, ça tue tout le monde, et comme ils sont peu denses, ça se propage plus, donc il n'y a pas d'épidémie. Par contre, dès qu'on a la densification, on a des épidémies, et dès qu'on a des animaux domestiques, c'est la catastrophe. Par exemple, moi je dors avec mes poulets, si on a la grippe aviaire, ça pourrait très bien se transformer. Mais les hommes ont toujours fait ça, on vivait avec les bêtes autrefois, parce qu'il pour avoir chaud, les gens avaient les animaux, moi dans ma famille c'était comme ça il y a longtemps, on avait les animaux en bas ou à côté pour chauffer, c'était le chauffage central. Donc, voilà, donc c'est de là que viennent les épidémies. Alors aujourd'hui, on a des nouvelles zoonoses qui apparaissent parce que, mais enfin c'est pas très clair l'histoire du Covid, parce que bon, les Chinois c'est des menteurs, c'est une dictature affreuse qui est un gros problème, dont on est devenu complètement dépendant pour sauver le capitalisme de l'effondrement. Enfin bon, ça vous connaissez l'histoire, vu que le pétrole est devenu cher et qu'il y avait de moins en moins de profits. Se reporter par exemple à des gens comme Jean Covici, c'est ce qu'il raconte, il y a de moins en moins de... Les profits étaient tirés vers le bas par la cherté énergétique. On a délocalisé massivement en Chine pour jouer sur la seconde variable qui est la main-d'œuvre. Puisque donc c'est pour faire sortir de la crise, et ça a redémarré grâce à la Chine, le capitalisme mondial, grâce à la mondialisation. Et donc, et on est devenu complètement dépendant de ce pays qui est une dictature absolue, de pire en pire. Et donc, et en plus, donc, on est mal barré si on veut connaître l'origine de cette crise. Mais selon toute vraisemblance, donc ça ne deviendrait pas du pangolin, bon, donc ce qu'ils disent maintenant. Et il est fort possible que ça vienne d'élevage industriel, dû notamment à des bêtes comme pour la fourrure, parce que les Chinois sont très friands de ce genre de trucs. Par exemple, ils élèvent des lapins en masse, et de façon affreuse, et c'est les élevages chinois qui nous ont foutu le RHVD qui tue systématiquement tous mes lapins avec 100% de perte, donc je suis obligé de vacciner les reproducteurs pour sauver mes lapins. Donc là, c'est le même principe. Là, peut-être que ça viendrait de certains animaux qui a fourrure, et c'est ce qu'on voit, où ça se serait peut-être échappé d'un laboratoire, parce que le furet est un animal euh, qui sert pour le test pour tous les virus humains, parce qu'ils ont les bons récepteurs, et donc si ça passe du furet, c'est donc après ça se propage bien à tous ces animaux qui sont très proches, qui servent pour l'élevage de la fourrure, ce qu'on a vu au Danemark sur des élevages industriels qui ont été contaminés très très rapidement par ce virus. Et donc moi il y a de fortes chances que ça vienne d'élevage chinois, et que ça s'est répandu, et que les Chinois n'ont rien dit parce qu'ils veulent surtout pas. Voilà, donc voilà un peu l'origine de ces épidémies, élevage, promiscuité entre l'homme, et on a ce genre de truc. Et les épidémies, il y en a déjà eu, qui ont parfois causé de graves, c'est l'apparition à la fin du Moyen Âge, etc. Les pestes, c'est quand même des choses qui ont marqué l'histoire. Donc c'est pas anodin. Et là, le problème, c'est qu'évidemment, dans une société ultra mondialisée, et donc ça pose un gros problème, et ça déclenche un cycle, c'est un révélateur de notre faiblesse, parce que donc depuis des années, on a un problème avec l'énergie, on est en crise, on a dû faire de la dette, et la seule façon qu'on a de combattre ces épidémies, c'est d'augmenter, disons, la consommation d'énergie pour fabriquer ces cochonneries, de masques, de tout ça. Donc si on n'avait pas
tous ces moyens industriels, on aurait été beaucoup plus affectés. Bon, c'est une épidémie qui n'est pas très dangereuse pour l'instant, mais il y en aura d'autres assez rapidement, et elles seront enfin, il est probable qu'au final, il y en ait vraiment qui fassent beaucoup de dégâts. Bon, grâce à toutes ces saloperies de masques, de respirateurs, enfin, c'est pas des saloperies, mais des respirateurs, tous ces trucs techniques qui sont vraiment énergivores, enfin, faut voir un peu dans les hôpitaux, tout le matériel qu'il y a, tout ce que ça bouffe comme énergie, et tout ce que ça nécessite comme process industriel derrière, et comme industrie ultra complexe pour fabriquer tout ça. Bon, on s'en sort grâce à ça, on arrive à maintenir un semblant de vie économique, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc on a été et on est tellement dépendant des échanges, etc., que ça crée un véritable problème. Et ça ne suffit pas parce que on est rentré en décroissance, on a moins 10% de PIB, et, euh, et, euh, et comme on était déjà dans un cycle euh, où l'énergie devenait de plus en plus chère à extraire, si on a, c'est la raison de la crise de 2008. En 2008, la crise est due à une explosion du pétrole, du prix du pétrole avant, ce qui a créé un endettement et disons que tant que le pétrole est pas cher, on peut relancer l'économie. Le, le, le PIB. Bon, si vous regardez les cours de Jean Covici, du célèbre ingénieur, vous verrez que il a sa courbe, c'est une droite, l'allié entre le PIB et l'offre de pétrole. Enfin, c'est pas l'offre, c'est la production de pétrole. C'est le pétrole qui est disponible pour la production. On a une droite, donc c'est plus le PIB augmente, plus vous mettez de pétrole sur le marché, vous faites augmenter le PIB. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on voit, c'est que il y a eu à un moment des efforts de relance et ça a fait exploser le prix du pétrole parce que le pétrole, il est difficile à extraire. Et donc il y a eu cette énorme crise financière à ce moment-là, après l'augmentation en flèche du pétrole, et parce que les gens ne pouvaient pas redémarrer l'économie. Le prix du pétrole étant cher, si vous construisez des maisons, par exemple, vous ne pouvez pas facilement les chauffer, vous pouvez pas les... Euh, donc ça bloque complètement l'économie, et ça a créé donc ça a créé un chômage de masse, toute la bulle s'est effondrée. Et à l'époque, l'or est monté en flèche, tous les actifs bancaires sont dépréciés, et on est rentré dans une crise qui dure encore aujourd'hui, en 2008. Ensuite, c'est reparti l'économie mondiale grâce au pétrole de schiste, mais qui n'a jamais été rentable. Donc c'est quelque chose, on a remis du pétrole sur le marché en s'endettant énormément, en payant des entreprises. Donc ça fait artificiellement démarrer l'économie dans certains secteurs, pas partout, puisque beaucoup de gens n'ont jamais retrouvé de travaux, sont restés dans la précarité, n'ont jamais travaillé de travail fixe, on n'est jamais revenu à un niveau de prospérité d'avant 2008. Donc ce qui s'est passé, pour beaucoup en tout cas, des pays comme la Grèce par exemple se sont effondrés. Aujourd'hui, bon, ils ont redémarré un petit peu, mais c'est pas le même niveau qu'avant la crise, pas du tout. Donc c'est le cas pour plein de pays européens. Donc ce qui s'est passé, c'est que on est déjà depuis 2008 au début de l'effondrement. Et donc avec le pétrole de schiste, on a eu l'impression qu'il y avait bon, il y a des gens qui croyaient que ça allait être, c'était la fin, enfin des abrutis quoi, qui connaissent rien à la physique, qui connaissent rien aux matériaux, qui comprennent pas ce que ça représente d'extraire ce genre de pétrole. Et ce pétrole a toujours été déficitaire. Donc il était impossible de gagner de l'argent en exploitant ce pétrole, il fallait s'endetter. Et donc comme l'endettement c'est gratuit, il suffit de créer de l'argent. Alors quelqu'un paie au final, mais c'est un choix. Et ceux qui payent, enfin c'est évident, c'est ceux qui, en fait, par exemple, quand vous donnez de l'argent, vous faites monter certains actifs. Par exemple, les banques distribuent du pognon, donc vous faites
vous faites, quand les banques distribuent du pognon, par exemple, elles vont distribuer de l'argent aux sociétés pétrolières qui exploitent le schiste, ce qui va les enrichir. Ça va faire baisser le prix du pétrole, donc toute une industrie repart qui utilise ce pétrole de schiste, le plastique, etc. Plein de choses repart, donc on est envahi de plastique à nouveau, etc. La Chine en profite, etc. pour faire sa production de gadgets dégueulasses qui nous a encore envahis après 2008. Les ordinateurs sont pas chers, etc. Puisqu'il y a un gros composant de pétrole dans la fabrication des ordinateurs. Bon, enfin tout redémarre toute cette merde. Par contre, ce qui se passe, c'est que certaines productions ne peuvent pas redémarrer aussi facilement parce que on n'a pas, on ne peut pas, par exemple, les logements. Donc les logements, il y a le prix, on n'a pas réussi à construire aussi vite qu'on pourrait le penser, que la demande en tout cas. Et ce qui se passe, c'est que ce que vous avez constaté, c'est que tout cet argent qui a été mis émis par les banques parce qu'après quand il y a eu la crise, on a dit il faut mettre du fric, donc on a créé de l'argent, des banques centrales. Elles ont inondé certaines sociétés pétrolières, mais elles ont inondé les marchés en général, et cet argent s'est mis sur l'immobilier, et le prix de l'immobilier a explosé. Si vous regardez des villes de province en France, vous allez voir que c'est assez hallucinant. Et donc ceux qui payent, parce qu'il y en a qui payent au final, ce sont les gens, enfin la majorité, qui doit se loger. Eux, ils ont clairement vu leur niveau de vie baisser. Alors c'est pas compté par l'INSEE, hein, puisque l'INSEE c'est vraiment des enculés. C'est vraiment enfin, que vous connaissez le monde dans lequel on vit, c'est une dictature. On nous parle de démocratie, ça n'a jamais été la définition de la démocratie, le régime dans lequel on vit est une dictature. C'est une dictature où on choisit des candidats, où on vous raconte sur France Info toute la journée ce qu'il faut penser, où les mecs sont tellement terrorisés de perdre leur job qu'ils surveillent chaque mot avant de retourner 7 fois la langue dans leur bouche. Il n'y a aucun conflit, on coupe les gens dès qu'ils commencent à dire des choses qui vont à contre-courant. Donc on est dans une dictature totale, technologique, où tout est surveillé, et aujourd'hui vous le voyez, si vous n'y aviez pas cru avant, vous voyez bien, vous êtes chez vous confiné. C'est la Corée du Nord, hein, c'est la même chose, voilà, c'est tout. Et là, vous avez la preuve. Alors, pourrais-tu réfléchir, oui, mais c'est parce qu'on a une épidémie, etc. Mais attendez, mais vous avez aucune part à la décision. Il y en a que quelques-uns qui décident là-dedans. Tout le reste, le Parlement n'est même pas consulté, c'est bidon. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une dictature. Donc, j'en étais où? J'en étais les prix du logement. Oui, donc l'INSEE ne compte pas ce genre de choses. Donc il n'y a pas d'inflation, tout va bien, on vit dans le meilleur des mondes, et les gens achètent des logements ultra chers, mais c'est pour leur bonheur. C'est-à-dire qu'ils sont vachement joyeux, ils sont super heureux d'avoir 30%, 40% de leurs revenus qui passent dans un logement qui n'a pas changé. Hein. Les pièces sont les mêmes qu'avant, etc. Simplement, elles sont beaucoup plus chères. Donc on voit bien que globalement, c'est là où est le problème. C'est qu'il y a plein de choses dont le prix a absolument explosé, comme le logement, et ça appauvrit les gens. Donc ceux qui payent cette gabegie financière, c'est le niveau de vie qui baisse. Ce sont les gens qui bossent et qui doivent se loger, qui doivent se transporter de plus en plus loin, parce que les boulots sont de plus en plus pour faire des économies d'échelle. On a les boîtes se sont localisées à des endroits de plus en plus loin, où comme il n'y a pas de logement, les gens sont obligés de faire des temps de transport énormes, donc ils payent aussi le transport. Enfin, la vie devient de plus en plus compliquée. Donc on est en crise, on est dans une crise assez importante, et ça se voit notamment par les prix du logement qui ont explosé partout, et c'est pas sûr qu'ils baissent, puisque actuellement on va avoir des plans de relance avec plein d'argent qui va tomber, et ça va encore renchérir, à mon avis, certaines choses, qui va accélérer au contraire, puisque de toute façon on ne peut pas redémarrer l'économie parce que le pétrole de schiste et tout ça est contraint. Actuellement les boîtes de pétrole de schiste font faillite, donc on n'arrive pas à relancer la machine, on n'arrive pas à faire remonter l'offre d'énergie, elle est plus extractive facilement, et avec ce Covid, ça ne va qu'accélérer cet effondrement, puisque
avec le Covid, l'activité économique ralentit, donc tout ce qui permettait de créer facilement des pièces pour cette industrie pétrolière à des coûts moindres, toute l'économie est complètement gelée, et donc ça rend excessivement difficile une relance de ces industries d'extractifs pétrolières à bas coût, c'est plus possible. Donc même on aura beau mettre du pognon, etc., relancer ça ne repartira pas. Parce que l'énergie pas chère, c'est terminé. Euh, c'est plus possible d'extraire du pétrole, et la dette par contre s'accumule, et la dette s'accumulant, on est obligé pour pas que ça s'effondre, de remettre sans arrêt du cash, et tout le cash part dans des ne s'investit pas dans des choses qui ne rapportent pas, parce que tous les gens qui eux, ils vont pas dire que le pétrole et tout ce qui est économiquement productif, qui sert à la production, en fait, ne produira rien. Mais ils le disent pas officiellement, mais ils le savent. Donc tout ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent tout le pognon qu'on leur file dans l'immobilier, dans des choses comme ça, ce qui fait exploser les prix, et ce qui rend encore plus difficile le départ économique, puisque tout le monde, les gens n'arrivent plus à se loger. Donc quand tu n'arrives pas à te loger, eh ben tu cherches pas du boulot ailleurs, parce que tu sais que tu n'arriveras pas à te loger. Donc ça gèle encore plus la machine productive. Donc ça s'effondre. Voilà, donc voilà pourquoi nous nous effondrons, et pourquoi ça va s'accélérer, puisque là, ils sont en train de mettre de l'argent sur des... mais ça ne sert à rien du tout. Ça ne fera qu'empirer les choses, euh, que en faire créer des bulles spéculatives qui vont exploser et qui vont tout déstabiliser, et rendre les choses encore plus difficiles pour tout le monde. Donc voilà, parce que par contre l'argent, et vous remarquerez une chose, c'est que l'argent ne va pas dans votre poche, hein. Donc ce fric là qui est distribué, vous n'allez pas en voir beaucoup. Bon, il donne un peu 150 euros, moi j'ai pas le droit, parce que j'ai bossé, donc avec la prime d'activité, donc j'ai pas le droit aux euros du RSA, voilà. Mais je pense que c'est rien par rapport à tout ce que reçoivent des gens dans tes boîtes, mais qui ne servira pas à l'investissement, parce qu'il n'y a rien à investir. Donc voilà, le Covid, c'est l'accélérateur, et c'est aussi un symptôme de notre société industrielle, puisque nous sommes dépendants de la Chine pour la survie du système capitaliste, et voilà ce qui arrive avec ce Covid. Donc voilà. Alors, il y a deux autres choses que je voulais qui sont intéressantes. J'ai déjà pas mal parlé, j'ai pas. Il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que, donc là, on voit qu'il y a un processus économique qui fait qu'on s'effondre, et que ça va aller assez vite maintenant. Alors, je vais peut-être pas vous dire aujourd'hui quand l'Internet va arrêter de fonctionner, mais il se pourrait qu'il y ait des problèmes quand même d'ici un an ou deux. Ça commence à merder un peu. Et peut-être que de toute façon, d'ici là, vous aurez plus l'argent pour vous payer l'abonnement. Donc comme ça sera encore plus rapide. C'est quand même assez cher, hein, Internet, hein. C'est quand on gagne très peu d'argent. Si ça permet pas, moi ça permet à ma compagne de gagner du fric de temps en temps, mais sinon on va couper, hein. Enfin moi personnellement, je fais cette vidéo, mais j'ai un peu autre chose à faire dans la vie courante quand même. Voilà, donc et les contenus sont de plus en plus pauvres, et on voit en plus qu'ils veulent le censurer de plus en plus, donc quel intérêt de payer un truc si c'est pour avoir de la merde comme France Info toute la journée, je sais pas, moi je pense que je préfère lire des bouquins ou parler avec des gens, mais bon. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, le Covid. Alors, ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes. Alors, je vais commencer par ça, c'est que il y a quelque chose que c'est un peu une pensée peut-être un peu personnelle, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû le voir quand même. C'est que je vous ai parlé de domestication. Nous sommes schizophrènes parce que nous sommes des êtres domestiqués, c'est-à-dire que nous comprenons quand même que nous avons besoin de la société industrielle pour on a un peu peur qu'elle s'arrête, parce qu'on se dit est-ce qu'on sera capable de survivre sans? C'est pas évident, hein. Mais en même temps, nous restons des animaux sauvages. Nous sommes des êtres d'affect. On est double. Par exemple, si on regarde l'héritage génétique des Européens,
On est à la fois des origines de chasseurs-cueilleurs, des origines d'éleveurs nomades comme les Yamnaya, qui étaient des gens assez violents, qui sont venus avec les technologies assez développées de la roue, etc., qui étaient des gens, c'était des envahisseurs, et qui étaient assez violents, et qui ont probablement massacré, ils se sont imposés. C'est un peu nos racines. Voilà, donc, et on vient aussi d'agriculteurs, et on a une partie de chasseurs-cueilleurs. Donc, en tant qu'individu, on est un peu schizophrène, on est un peu partagé entre différentes origines, et ben les gens, tout le monde est comme ça. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est au pouvoir, comme Emmanuel Macron, il est schizophrène. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un certain niveau de l'histoire, euh, c'est ce qu'on voit dans les effondrements. Il y a un espèce de suicide qui se met en place, un suicide des sociétés civilisées parce qu'elles comprennent, les individus comprennent, enfin sentent que c'est foutu. Et donc, c'est parfois, on voit qu'il y a des réactions bizarres du pouvoir. Des réactions, on dit mais pourquoi ils font ça quoi, il est con. Bah non, il est pas con, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire ils peuvent par exemple, c'est dans le cas des gilets jaunes par exemple, ils peuvent exciter le peuple. Alors on dit mais s'ils les excitent, non en fait, il y a des réactions des dirigeants, comme ils sont placés à des postes, ils peuvent très bien trahir leur propre fonction. En tant qu'individus, ils peuvent très bien avoir des comportements qui paraissent d'un point de vue social, d'un point de vue de l'institution, de la machine, du système irrationnel, mais qui d'un point de vue individuel s'explique justement par cette schizophrénie. C'est-à-dire que nous sommes des individus, nous restons un peu sauvages, et par moments, quand on sent que ça commence à merder, on peut détester ce qu'on fait, on peut détester ce qu'on est en tant qu'être social, et se suicider. Le suicide est une attitude excessivement humaine, se suicider socialement, se suicider même concrètement, et c'est quelque chose qui arrive. Quand l'être humain sent que ce qui fait n'a plus de sens, qu'il trahit quelque part son essence, eh bien, il met fin à sa fonction, il met fin même à ses jours. Et les gens ne comprennent pas, par exemple, pourquoi il y a des djihadistes et tout ça, des gens qui se suicident. Alors on parle de culture de la mort, mais en face, moi je soutiens pas les djihadistes, pour moi c'est, mais en face ils ont une société industrielle auquel ils n'adhèrent pas, ils sont dans la destruction de ce qu'ils n'aiment pas. Et donc il peut y avoir, même au sommet de l'État, à un moment, il peut y avoir un djihadisme de l'État, politique, c'est-à-dire que les dirigeants se mettent à avoir des comportements apparemment irrationnels, mais qui correspondent à une espèce de volonté, c'est-à-dire l'individu est tiraillé entre deux affects. Son être social lui dit bah il faut prendre telle décision, il faut être rationnel, il faut essayer d'être diplomate, d'être pas, puis c'est son être un peu sauvage qui dit bon c'est la merde, ça pue tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et on va un peu s'amuser, et ils prennent en fait ils précipitent la chute en prenant en adoptant des comportements violents ou en adoptant des comportements qui précipitent en fait les choses et qui desserrent leurs buts sociaux, parce qu'ils sentent en tant qu'individu que c'est foutu. Donc il n'est pas, il peut y avoir, et même il y aura probablement des conflits très violents à la fin, et qui seront assez irrationnels. Euh, donc en fait, ils chercheront quelque part, il y aura cette volonté d'en finir, d'en découdre, et d'exploser le tout, et il vaudra mieux pas être dans l'œil du cyclone parce que ça ne servira à rien et ça va péter. La seconde chose que je voulais dire, c'est que le Covid montre aussi l'échec de la science. Enfin, pas de la science, mais de la technologie. En fait, ça montre quelque chose que quand on a fait un peu de recherche, on comprend tout de suite. Moi, j'ai fait de la recherche à un niveau. J'ai côtoyé des gens qui sont plus ou moins connus, et ce qu'on voit, c'est que c'est une institution éminemment humaine, qui est travaillée par des affects, par des intérêts,
par des forces sociales. Moi, j'avais un prof c'était celui qui me dirigeait en thèse, qui est maintenant directeur d'un institut en nanotech, et il me disait si tu veux pas faire de la politique, c'est pas la peine de faire de la science, parce que la science c'est éminemment politique. Et bien aujourd'hui on le voit. Et c'est pour ça que les gens qui croient que la science va nous sauver, etc., ils n'ont pas très bien compris ce que c'était. C'est que la science, c'est pas l'esprit scientifique, c'est pas la rationalité, c'est l'utilisation de cet esprit euh, pour des buts qui sont éminemment humains et qui sont souvent pas très rationnels sur le long terme, mais qui servent justement des buts sociaux, qui sont parfois totalement sur le long terme irrationnels. Par exemple, l'exploitation, je sais pas, faire tout pour essayer de trouver du pétrole le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on sait que ça va nous mener à la mort. Bon, bah c'est pas grave. La science va bosser, va vous inventer des outils techniques pour ça. Utiliser l'esprit rationnel qui a été développé au XVIIe, etc., pour des conneries, quoi. Et ben, c'est ce qu'on voit avec le Covid. Et on est quand même assez, et on voit que toutes les forces sociales, tout le discours contradictoire, toutes l'écharpage qu'il y a, et le peu de rationalité au final, parce que on voit que, enfin, je vais pas répéter toutes les conneries enfin, c'est assez hallucinant, l'histoire des masques, etc. Bon, enfin bon. L'histoire de la saisonnalité, moi c'est ce qui m'a assez... parce que dans les informations suédoises, dès le départ, ils ont dit, bon, Covid, c'est un coronavirus, il sera forcément avec une forte saisonnalité, parce que son enveloppe, je sais plus exactement, mais enfin, vous pourrez regarder, c'est des lipides mélangés avec je sais pas quoi, et donc, enfin, son enveloppe est beaucoup plus stable quand il fait froid, et donc c'est une question de physico-chimie, et donc il est sûr que la température joue un énorme rôle. Quand il fait chaud, c'est assez instable, sur des surfaces, il va facilement se dégrader, et quand il fait froid, ça devient assez rigide, et c'est très stable, et ça reste longtemps infectieux sur des surfaces, et donc quand il va faire froid, le virus va exploser. Et ben c'est ce qu'on voit, et dès le départ, les gens avaient parlé, enfin moi j'ai lu ça un peu partout, en Suède ils en parlaient, et en France, ils continuent à nous raconter qu'il n'y aurait pas de saisonnalité, blablabla, pour nous foutre la tronche, c'est pas trop. Mais enfin, il y avait quelque chose derrière dans la tête qui n'avait pas rapport avec la science, quoi. Et donc, c'est ça. Donc, et au final, on va avoir plein de choses comme ça, ce qui fait que l'institution scientifique est assez inefficace pour combattre ce genre de truc, donc ça va accélérer encore plus l'effondrement, parce que face à toutes ces épidémies émergentes, déjà on voit qu'on n'arrive même pas, les institutions, l'OMS c'est quand même une grosse arnaque, puisqu'ils ont été mis en place par les Chinois, le type a été mis en place par les Chinois, et il va être assez mal placé pour aller leur faire rendre des comptes, donc on est assez mal barré pour avoir l'origine du virus, et donc il va se reproduire, puisque les Chinois sont en train les Chinois sont quand même les plus domestiqués au monde, puisqu'ils sont 1,4 milliard. C'est le premier pays qui a atteint ce genre de densité, cette exposition démographique, et donc il a mis en place des outils pour nourrir sa population qui sont assez calamiteux, d'élevage de masse. Là, il prévoit de faire des porcheries à plusieurs étages, comme des immeubles. Donc, à mon avis, là, vous allez voir les virus qui vont sortir de là, ça va être pas mal. Donc, il y en aura d'autres, et il n'y aura aucune transparence, donc ça va être pas mal. Voilà. Donc, c'est pour dire que la science est quelque chose d'éminemment social, et, euh, et, euh, et donc comptez pas trop là-dessus pour vous sauver, quoi. Euh, les scientifiques sont souvent des gens pas individuellement pas très honnêtes. C'est pour ça qu'ils obtiennent des places. Donc ils vous aideront peut-être pas trop à sauver votre peau. Voilà, alors maintenant je vais terminer. Et vous n'allez plus m'entendre pendant longtemps, je pense. J'aurais bien fait des vidéos sur l'udisme, etc. Mais je vais parler maintenant d'un truc qui est apparu un peu dans la presse alternative. Sur le rôle de la vie. Donc, moi j'ai vu, je sais plus qui l'avait écrit dans la décroissance, une chronique qui m'a assez plu sur faut-il sauver les gens à tout prix, quoi. Parce que, en fait,
Là, attendez, je vais remettre du bois parce que sinon je vais cailler. Voilà, voilà. Donc, ouais, donc on est dans une société industrielle et nous vivons longtemps. Enfin, pas moi particulièrement, je sais pas combien de temps il me reste à vivre. J'ai des petits problèmes de santé qui sont génétiques, donc je serai peut-être pas le mec qui va vivre le plus longtemps du monde. Donc je ne parle pas en mon nom, mais en général, les gens vivent assez longtemps, autour de 80 ans, quoi, à peu près. Et ça a un coût environnemental, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, quoi, puisque c'est une société qui est énormément énergivore. Et la question, c'est de se poser, de savoir, est-ce que de sauver des gens comme ça, avec tous ces respirateurs, tous ces trucs techniques, est-ce que ça en vaut la peine, quoi, vu le coût environnemental? Parce que l'environnement, c'est pas un mot en l'air, c'est pas de faire mourir les petites bêtes, c'est triste, etc. Non, non, c'est que c'est l'avenir de notre espèce. C'est-à-dire qu'on sauve une génération, les boomers, en gros, c'est-à-dire ceux qui ont bouffé du pétrole, etc., et qui vivent effectivement longtemps. Et alors que nous, probablement, nous vivrons beaucoup moins longtemps, vu le stress, l'obésité, la maladie, euh, et les conditions de précarité dans lesquelles nous vivons maintenant, nous vivrons moins longtemps que nos parents. C'est à peu près sûr. Euh, et donc, pour sauver cette génération, alors en plus là, avec vous avez vu, les jeunes, ils vont plus à l'école, etc. Enfin, c'est pas très grave, l'école, ça mène à rien, mais en tout cas, ils se rencontrent plus. Eux, ils vont pas. Enfin, ça fait, à mon avis, faire un dip, euh, une indentation dans le taux de natalité occidentale, parce que là, il y a plein de couples qui vont jamais se former et ils vont pas faire d'enfants. Donc, bon, il y aura des immigrés qui vont en faire, mais même là-bas, je sais pas si, avec le Covid, s'ils pourront en faire autant. Donc pour sauver une génération, on fait quand même des sacrifices assez incroyables, et notamment des sacrifices environnementaux, puisque ça a un coût. Donc moi j'aimais bien cette approche, c'est ce que je pense personnellement. Il faudrait quand même réfléchir à ce que ça coûte de mettre en place tous ces trucs pour sauver du monde. Est-ce que ça n'a pas un impact sur la vie en général et sur notre espèce? Et il y en a forcément. Et il y a un type qui s'appelle Ray, là, qui a écrit un bouquin sur l'idolâtrie de la vie. Alors, j'ai pas de fric pour l'acheter, je vous dis tout de suite. Donc, moi, j'écoute un peu ses trucs, et je suis à peu près d'accord avec ce qu'il raconte. Et je vais un peu développer là-dessus un truc que je vais mettre en rapport avec Kaczynski. Euh, En fait, je pense que là où donc, on a une idolâtrie de la vie individuelle qui est due. Bon, je sais pas si c'est ce qu'il dit, moi, c'est ce que je pense. C'est dû à une insatisfaction de notre propre existence. C'est pour ça qu'on y tient tellement à vivre longtemps, parce que c'est tellement merdique. Là, c'est un peu le problème des retraites que j'en ai parlé. Notre vie individuelle est tellement merdique. Depuis la naissance, on se fait emmerder pour aller à l'école. On n'a pas pendant 8 heures par jour, on est assis forcé, surtout en France où on fait pas de sport. Ensuite, certains ont fait prépa, donc pas de sortie, on bosse quand on est jeune. Après, on est stressé pour trouver du travail, on doit faire des stages, on doit obéir, etc. On bosse, on bosse, on bosse. Donc on passe notre vie à ne pas avoir de vie personnelle, avoir aucun projet personnel. Et ensuite, on arrive à la retraite et c'est le seul horizon, c'est d'avoir 20 ans où on pourra faire des choses à soi, quoi. Donc c'est pour ça que les gens tiennent à la retraite. Et donc il y a une insatisfaction globale de la vie qui n'a plus aucun contenu individuel. Et donc on est des rouages, on fait le travail qu'on trouve, qui correspond aux besoins de la société industrielle, aux besoins du système productif. Et donc les gens, donc la seule chose qu'on peut nous proposer, que pour proposer le système, c'est pas de nous épanouir, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est pas de rencontrer qui on veut, puisque de toute façon on vivra où on peut. C'est de vivre longtemps. C'est-à-dire que c'est un peu comme les chats domestiques. On est des chats domestiques, on est sur le canapé, on n'a pas le droit de sortir, mais on est nourri avec de la merde tous les jours, on est gros, mais on peut vivre longtemps, on prend pas de risques, le risque est limité, donc le chat domestique vit plus longtemps que le chat qui est dehors, qui en général va choper des maladies, va se bastonner avec ses copains et donc va attraper des trucs et, et au final va se faire écraser par une voiture. Donc voilà, donc on vit longtemps, on a des vies de merde, près du canapé à regarder la télé, et on est gros, on est malade, mais on vit quand même assez longtemps. Et donc, c'est le chantage à la vie, c'est-à-dire que
La seule chose que peut nous proposer ce système industriel, c'est rien, c'est une vie de merde, mais c'est de vivre longtemps et on nous terrorise avec ça. C'est-à-dire que euh, on devient tellement dépendant que ça qu'on a la trouille. Par exemple, la sécurité sociale, l'assurance maladie, c'est dramatique, on a peur de ne pas pouvoir se soigner, etc. Alors que, voilà. Euh, nos ancêtres, je pense, n'étaient pas terrorisés par ça, parce que ils s'en foutaient, ils vivaient au jour le jour, et leur but c'était de construire une famille, et surtout, ce qui est terrorisant dans le monde actuel, c'est que on ne construit plus de famille, on ne construit plus de communauté. La seule chose qui donne un sens à notre vie, ça serait l'État, c'est la construction d'un État, c'est de la merde, la République, enfin je sais pas si ça vous fait bander, mais ça fait bander pas grand monde en fait. C'est un mot creux, c'est la République de Macron et de Rothschild, ça c'est la seule chose pour laquelle vous bossez. C'est un projet absolument, c'est le néant quoi. Et donc, on ne fait plus partie d'une communauté. Autrefois, les gens, leur but, c'était de fonder une famille et de faire perdurer cette famille. Et c'est tout. Et c'était leur seul objectif. C'était pas leur vie individuelle, n'avait pas de sens. Ce qui avait un sens, c'était de construire, de faire une ferme, de former un groupe, d'avoir des enfants et de transmettre tout ça et de faire tout pour que cette transmission se continue. Et donc tout, le sens de la vie, c'était ça. Et donc, la mort n'était pas quelque chose, n'était pas un événement si important que ça, parce que euh, ce qui faisait sens, c'était le groupe. Et ils n'avaient pas peur de mourir. Nous, c'est excessivement stressant de mourir, même. Pas seulement pour soi, parce qu'on se dit, que vont faire mes enfants? Que vont-ils devenir dans ce monde-là? Quand on a des enfants, déjà faire des enfants, c'est un stress, parce que les gens se disent, mais quel avenir ils vont avoir? Et en plus, quand on a des enfants, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir si je crève, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir si je crève? Ça, c'est le monde dans lequel on vit, ça, c'est terrible, quoi. Quand on voit qu'il y a, quand on a des dealers en bas de chez soi et tout ça, on se dit si on n'est plus là, ces gamins, c'est mal barré. Et les dealers en bas de chez soi, moi j'en ai vu beaucoup quand j'habitais en Suède, par exemple en banlieue, et même quand j'étais à Paris, gamin. Donc voilà, donc on se dit, bah, c'est un peu, c'est assez terrorisant la perspective de mourir. Donc c'est aussi pour ça que les gens s'accrochent à la vie, assurance vie, etc., sécurité sociale. Ils disent il faut que je sois là pour mes enfants. Ils n'ont pas confiance dans le groupe. C'est tout. Il n'y a plus de confiance dans le groupe. Si si on avait si on était dans un groupe qu'on construit soi-même, c'est-à-dire des gens avec qui on a un projet, etc., comme c'était le cas par exemple des paysans qui vivaient dans des familles paysannes où ils avaient une ferme et où les gens s'entraidaient, où si on mourait, il y avait l'oncle ou la tante ou les grands-parents qui pouvaient prendre en charge des choses, le stress devient minimum. On sait que c'est le groupe qui compte, et c'est ce qu'on voit dans les tribus, en Afrique, partout. C'est le groupe qui compte. Et donc il n'y a pas du tout cette perspective, ce terrorisme de vivre à tout prix, il faut à tout prix s'en sortir, il faut à tout prix travailler pour avoir son assurance maladie, il faut à tout prix, non, on travaille pour le groupe, et ce qui compte, c'est que de toute façon, le groupe survivra, et on bosse pour que le groupe survive, pas pour survivre soi. C'est pour l'important, c'est que son travail a un sens parce qu'il permet au groupe de survivre, il permet à sa famille de survivre, il permet à sa ferme de prospérer, et ce qui va donner la nourriture au groupe. Et de toute façon, même si on part parce que c'est les aléas de la vie, eh bien, nos enfants survivront et le tout continuera. Donc, il n'y a pas ce stress de la faim et de cet isolement et qui ne fait pas cette perte de sens totale. Il n'y a pas d'objectif dans notre société industrielle. C'est une société où on n'a aucun avenir, aucun sens, qui existe que pour elle-même et pas pour nous. Donc, et c'est aussi l'analyse, je voudrais parler de l'analyse de Kaczynski. J'ai pas le mot exact, je sais pas comment ils l'ont traduit, là j'ai pas le temps de relire parce qu'il est tard. Euh, mais il parle que les individus, en fait, dans la société industrielle, se sentent dépourvus non plus de puissance. Euh, empowerment, je sais pas si c'est le terme qu'il utilise, mais ils n'ont pas de puissance, ils ne participent pas disons, ils ne créent rien dans cette société industrielle. La société industrielle leur indique un rôle à jouer,
et eux-mêmes ne peuvent pas, en tant qu'individus, changer de façon significative le fonctionnement de cette machine qui est vraiment immense, euh, qui demande énormément de participation d'énormément de personnes, et l'influence qu'ils peuvent avoir sur le procédé est minime, ce qui n'était pas le cas des paysans, parce qu'un paysan, il devait construire sa ferme avec quelques personnes, et donc son rôle est éminemment important en tant qu'individu. Et donc c'est aussi donc cette perte totale de sens explique cette insatisfaction de la vie et cette peur de la perdre. Euh, voilà, donc il y a une espèce, bon ça rejoint un peu ce que dit Ray sur l'idolâtrie de la vie, et ce qui fait tout à fait sens avec le Covid, on est terrorisé par cette perte de vie, et, euh, donc on sacrifie absolument tout de façon délirante. On voit bien que euh, pour permettre à je sais pas qui de survivre, parce que de toute façon c'est complètement absurde dans la mesure euh, où de toute façon il y a une hypocrisie, enfin c'est assez terrible dans cette maladie, puisque si vous êtes, enfin par exemple si on regarde les ouvriers, ils ont je sais plus combien, 7 ans, 8 ans d'espérance de vie en moins. Quand on est clochard ou SDF, on a plus de 10 ans, je crois, d'espérance de vie. Donc, et ça n'a jamais créé de ça n'a jamais choqué personne, ça n'a jamais, enfin ça n'a suscité aucune réaction de l'État ou quoi que ce soit. Tout le monde s'en fout qu'il y ait des clochards. Si demain vous êtes à la rue parce que vous n'arrivez plus à payer votre machin, tout le monde s'en foutra de votre sort. Euh, et là, dès qu'il y a une personne qui meurt du Covid, c'est le drame. Donc c'est une hypocrisie phénoménale parce que ça touche les boomers et les gens qui sont bien placés. Donc c'est pour ça que ça les terrorise. Mais voilà. Donc il y a une espèce de, il y a une espèce de terreur de la vie. C'est même pas l'idolâtrie, c'est une terreur de la mort qui est absurde et qui est en train euh, qui est en train d'envahir le tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cet effondrement? Donc, il est en train de se mettre en place. Alors, moi, j'en ai déjà parlé. Il va y avoir un retour du communautarisme parce que c'est le seul. C'est la seule façon de donner du sens à sa vie. On voit bien que le projet des sociétés industrielles s'effondre, euh, que, euh, que dans ce cadre-là, les individus sont de plus en plus isolés, et on voit bien qu'il y a une résurgence du communautarisme et il va s'accentuer. Et le problème, c'est que ceux qui n'auront pas de communauté, eh ben, ils vont disparaître. Donc, on est dans l'obligation de créer des communautés. Bon, c'est tout le projet dont j'ai parlé qui foire un peu pour l'instant, mais seuls les Amish s'en sortiront. C'est ce que j'ai toujours dit. Et Macron, il a enfin, il a sorti un truc sur les Amish. Bah oui, mais c'est les Amish, c'est le futur de notre espèce. C'est ça le problème, c'est qu'eux, ils ont compris un peu le problème. Ils ont saisi, et c'est la seule façon dont on peut s'en sortir. Euh, je sais pas, je vais peut-être. Il est quand même tard, je dois aller me coucher parce que demain j'ai beaucoup de travail. Mais je voulais conclure parce que je peux pas faire de vidéo avant très longtemps, j'en ferai peut-être même plus, je sais pas. Euh, alors ce que je voudrais dire, c'est que euh, cette histoire, qu'est-ce qui va se passer après cet effondrement? Donc, ce qu'on voit, c'est que durant euh, ces 10 000 ans de progrès de la société agricole puis industrielle, il y a eu un mécanisme qui s'est mis en place et qui s'était déjà mis en place dans d'autres civilisations qui se sont effondrées, et que c'est un mécanisme qui est un mécanisme, parce que j'en ai parlé, c'est l'intelligence collective, etc. C'est quelque chose qui se met en place de lui-même et qui est absolument stupide. Euh, c'est pas, c'est quelque chose c'est un processus physique qui se met en place,
et qui est une espèce de raté de l'évolution, et c'est comme des bulles qui se créent, un peu comme la vie cherche des solutions, elle cherche des choses nouvelles, et il y a des espèces de, il y a des ratés. Et là, bah, là, ça. Mais c'est ce qu'on appelait le progrès. C'est-à-dire qu'en même temps que quand les gens ont vu ce genre d'évolution, ils se sont mis à rêver. Euh, par exemple Marx, etc. Ils ont cru qu'ils pouvaient reprendre des outils productifs et mettre au pouvoir dans les mains des ouvriers. Ça se passe pas comme ça. L'industrie a son propre agenda et on peut pas détourner le processus productif de sa fonction. C'est pas possible. Il y a forcément de l'exploitation et de l'esclavage quand on a une industrie. Donc, est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Donc, que va-t-il se passer quand ça va s'effondrer? Eh bien, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus le droit de rêver? Et quelle est la motivation de continuer à exister? Alors tout d'abord, je voudrais dire que nous ne sommes qu'un amas de cellules, et c'est notre seule raison d'être. Nous sommes des cellules, des choses qui se créent, un tas de cellules qui se créent et qui se mettent à coopérer pour des raisons biologiques. Et donc on se met à réfléchir pour juste maintenir ces cellules en vie. Et nous ne sommes là que pour faire fructifier la vie. C'est notre fonction, c'est notre rôle. Et c'est malheureux, mais l'industrie a fait tout le contraire. Donc ça ne fonctionne pas. Mais si la nature a mis autant d'efforts pour créer des choses aussi complexes que les êtres humains, c'est que probablement il y a une raison, et c'est qu'au départ, ça permettait de faire des choses intéressantes. Et donc, il n'y a d'intérêt à survivre et à vivre que si on trouve un sens écologique à notre existence, c'est tout. Et donc, le but de notre seule fonction, même dans la domestication, il n'y a pas forcément la domestication n'est pas forcément quelque chose d'absolument négatif à tout point de vue. Ça dépend comment elle se fait, et donc elle pourrait engendrer une complexification, une résilience des systèmes biologiques, ça dépend comment elle est faite. Donc tout n'est pas, c'est pas parce que le système industriel s'effondre que nous allons, que tout est un échec, que qu'il n'y a pas de perspective d'espoir, que l'homme ne sert à rien, il doit disparaître. C'est pas du tout ça. C'est que on va partir sur une autre trajectoire. On va essayer de trouver des façons de maximiser enfin ça c'est des termes d'ailleurs assez moches parce que c'est des termes scientifiques, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, on va essayer de comprendre quelle est notre fonction, et pour cela, il faut nécessairement essayer de regarder la nature et essayer de se mettre à son niveau, de regarder ce qui nous entoure, plutôt que de le voir sur le prisme de la fonctionnalité comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ne pas faire comme on a fait pendant des décennies, faire de la recherche pour faire du pognon. Enfin moi c'est un peu ce que j'ai vu quand j'ai bossé, juste une petite... par exemple, quand on regarde, par exemple, moi j'ai bossé dans la physique, j'ai toujours été assez étonné de voir que en nanotechnologie, beaucoup de gens bossaient sur des systèmes qui nécessitaient un refroidissement à très basse température, et des systèmes assez gros, enfin assez grossiers. Et par exemple, ceux qui sont à la base des ordinateurs quantiques, un système des jonctions aluminium, etc., avec superconductrices, etc., qui nécessitaient de descendre en température avec de l'hélium, quelque chose qui est issu de l'exploitation du gaz naturel, qui est une ressource épuisable au plus haut point, et qui demande que les gens reviennent le week-end sans arrêt pour refroidir à très basse température, pour étudier des systèmes macroscopiques qui, à mon avis, n'ont pas grand intérêt. Et il y avait, à l'opposé, très peu de recherches pour essayer de comprendre, de fabriquer des systèmes qui soient qui fonctionnent à haute température, des systèmes très petits.
Donc là, il y a très peu d'efforts techniques. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ma thèse, de faire des objets vraiment petits pour avoir des comportements à haute température qui soient quantiques. Et parce que techniquement c'est compliqué, mais aussi en fait la raison c'est que de refroidir, d'une part c'était parce que l'industrie aimait ce genre de trucs macroscopiques, c'est plus simple à fabriquer et on pouvait gagner du pognon. Et ensuite, l'hélium, on s'en fout, c'est une ressource machin, mais de toute façon l'industrie s'est jamais occupée de durabilité. Et ensuite, on avait des esclaves pour bosser, venir refroidir le truc. Donc l'être humain, la ressource humaine, l'esclavage n'est pas un problème, c'est intarissable. Donc on continue. Dans ce qui est à mon avis des voies pas très intéressantes de... Donc l'être humain se pose pas forcément les bonnes questions, quoi. Et encore moins dans la recherche industrielle, liée au système industriel, parce que la recherche actuellement est liée au système industriel, elle est absolument financée par lui, et elle ne répond qu'à ses objectifs au final, même si des gens pensent qu'ils font de la recherche fondamentale, ils sont tous, même en physique, liés au système industriel, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est elle qui paie les collaborations, qui finance le matériel ou qui le crée. Donc, il y aura une autre façon de voir la nature, de voir les choses, et il faudra partir d'un autre chemin, et ça va être long, utiliser des choses pour évoluer différemment, pour voir des choses, pour comprendre le monde différemment, et par exemple, utiliser des choses qui sont renouvelables actuellement, ce sont des matériaux organiques, les arbres, etc. Tous ces matériaux de façon... on remplacera les objets industriels par des objets artisanaux faits avec des matériaux qui ne sont pas standardisés et qui demandent beaucoup de connaissances, de la main-d'œuvre et d'autres procédés. Et c'est tout. Et il y a beaucoup de travail à faire. C'est ce qu'ont commencé nos ancêtres en inventant plein de choses extraordinaires, de la vannerie au travail du fer, etc., à la forge, beaucoup de choses. Et il faudra reprendre cette voie-là plutôt que la voie industrielle. Et il y a énormément de choses à... donc le but de l'humanité, c'est de faire... le but de l'humain, pas de l'humanité, c'est de faire fructifier la vie. Et comme on a raté, eh ben, nos sociétés vont disparaître. Et c'est tant mieux parce qu'on s'y faisait vraiment chier. Alors peut-être qu'on va pas vivre très longtemps. Mais de toute façon, vu les vies de merde qu'on a, si on a quelques années où on a un peu de liberté et on a la chance de faire quelque chose qui a un sens à un niveau individuel, ça sera merveilleux. Donc voilà. Donc le but pour moi de ça, c'est d'avoir un sens. Et donc on va voir ce qui se passe dans les mois à venir. Mais moi je pense qu'on tient le bon bout et que nous allons connaître, avant de crever, j'espère, un peu de liberté. Donc on pourra voir des choses, enfin apparemment la liberté commence, et puis il faut voir les choses, il y a moins d'avions aujourd'hui, le ciel est devenu beaucoup plus clair, et pour la première fois, moi je vois un ciel ici qui me rappelle un peu la Suède, le nord de la Suède, c'est-à-dire qu'on voit des choses, quoi. On n'est plus dans un brouillard de pollution, et en fait on s'aperçoit qu'avant on l'était bien. Moi je me suis plaint souvent, même dans ces vidéos, que Massif Central, on était dans le caca. Eh bien on voit qu'on était bien dans le caca, parce que quand il n'y a plus d'avions, eh bien c'est magnifique. Et je voulais finir aussi, malheureusement ça continue, ils sont en train de me construire un méthaniseur pas loin, dégueulasse. Il y aura Solena, un projet de retraitement de déchets à Decazeville. Donc il faut que ça s'effondre très vite, parce que le monde s'enlaidit encore à vitesse grand V, les derniers capitaux sont en train d'être mis dans ces choses-là, donc que ça s'effondre, il faut vraiment que ça s'effondre. Donc vive le coronavirus!